Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire sur le recrutement de collaborateurs à l'étranger. Cet atelier s'inscrit dans la continuité de nos ateliers sur la thématique du recrutement. Le WTC Rennes Bretagne, en collaboration avec le cabinet FIDAL, vous propose donc ce nouvel atelier sur le recrutement de collaborateurs à l'étranger, avec un focus sur l'agri et l'agro dans le cadre donc de l'édition 2021 du SPACE. Nous nous focaliserons donc sur le circonstanciel et sur les questions qu'il est essentiel de se poser lors de du recrutement de collaborateurs à l'étranger. Nos intervenants vous proposeront à la fois donc des retours d'expérience, des bonnes pratiques et les éléments clés à prendre en compte lors de vos décisions RH liées aux contrats internationaux. Donc pour information, juste vite fait sur le WTC Rennes Bretagne, nous sommes une association basée au sein de la CCI Ille-et-Vilaine, d'une centaine de membres et de partenaires du territoire brétilo-breton, et nous organisons régulièrement des webinaires sur des sujets internationaux. Nous avons aussi quelques expertises déclinées en clubs pays, donc l'Iran, le Québec, Canada, les USA, le Maroc, le Royaume-Uni et très prochainement la Russie. Mon rôle en tant que coordinateur est de créer un lieu d'émulation et d'échange et de faciliter les mises en relation entre entreprises souhaitant se développer à l'international. Le réseau WTC, c'est aussi un réseau mondial appartenant à la World Trade Centers Association à New York. Nous avons 314 implantations à travers le monde dans 92 pays. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rapprocher de moi en fin de ce webinaire. Donc concrètement, en fait, nous apportons de l'information, de l'échange et de l'émulation, de la mise en relation via le réseau WTC, mais pas que, également via notre large réseau de partenaires. Et nous avons également des avantages, bureaux, salles de réunion à Rennes, mais aussi à l'étranger. Donc revenons à l'atelier. Donc aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'écouter les interventions et témoignages du cabinet FIDAL pour les aspects légaux. Nous aurons Mathieu Chapin sur l'aspect fiscalité et Emmanuela Fauvel sur l'aspect du droit du travail. Ensuite, nous passerons aux aspects assurance et prévoyance avec donc les interventions de Fabienne Renaud de Malakoff Humanis et de Gaël Baldé-Ladan de Géodesk. Et nous terminerons ensuite par les solutions d'accompagnement. Je pense, nous aurons la chance d'accueillir donc Aurélia Chaudagne du cabinet DSML Executive Search, un cabinet de recrutement basé aux USA et spécialisé dans le recrutement de cadres pour des entreprises américaines, canadiennes et européennes. Et enfin, nous aurons l'opportunité d'écouter Alban Stéphane de Steering Resources. Alban est expatrié aux Émirats Arabes Unis et gère une entreprise spécialisée dans les questions RH et le portage salarial à l'international. Nous aurons également un temps de questions-réponses donc en fin de l'atelier. Et si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la boîte de dialogue sur la droite. Voilà, donc assez parlé. Un dernier aspect technique, merci d'éteindre vos micros, d'utiliser le chat pour vos questions. Et donc, nous tâcherons de répondre à ces questions en fin de webinaire. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Je vais donc maintenant laisser la parole à nos amis du cabinet FIDAL. Alors, est-ce que c'est Mathieu ou Manuela qui commence? Alors, c'est moi qui vais commencer. C'est toi qui commences, Mathieu. Donc, ce que je vais faire, c'est que C'est Mathieu qui commence. D'accord, super. Je vais partager l'écran et je te laisserai donc prendre la main de la présentation. Pas de problème. Et ça charge. Ça arrive. C'est bon, nickel. Je masque le mode présentateur. Oh, c'est bon. Tout est fait. Tu as pris la main. Je prends le contrôle, voilà. La parole est à toi. Merci Nicolas, merci au WTC de nous donner l'opportunité de prendre la parole. Donc le sujet du jour, recruter un futur collaborateur à l'étranger. Alors nous, d'un point de vue, je dirais fiscal et social,
Ça va recouvrir pas mal d'hypothèses différentes qui vont dépendre essentiellement de la situation de la personne recrutée. Puisqu'on dit recruter un collaborateur à l'étranger, mais on peut viser en pratique aussi des hypothèses dans lesquelles la personne va partir de France pour aller à l'étranger. Le traitement fiscal en particulier et social va dépendre aussi de la structuration du recruteur. Est-il déjà implanté à l'étranger ou non? On va voir notamment en termes de présence d'un établissement stable à l'étranger, ça va avoir une grande incidence. Et enfin, parmi les éléments à prendre en compte, on a aussi la nature de la mission qui va être confiée à la personne et l'étendue de ses pouvoirs de représentation. Alors, sur les aspects fiscaux, tout d'abord, avant de laisser la parole à Manuela sur les aspects sociaux. Le point essentiel, alors je vais d'abord commencer par la situation pour le salarié. Le point essentiel pour le salarié, ça va être la notion de résidence fiscale. Est-ce que cette personne, du fait de sa mission, va transférer ou non sa résidence fiscale dans l'État dans lequel la société souhaite se développer? Alors, c'est un élément majeur. Alors, on a des éléments de définition qui apparaissent à l'écran pour la résidence fiscale. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut juste savoir que chaque État a sa réglementation interne qui va définir la résidence fiscale et que c'est en cas de conflit de résidence, c'est-à-dire dans l'hypothèse où la personne serait considérée comme ayant sa résidence fiscale dans les deux États en même temps, que l'on va appliquer ensuite la convention fiscale qui a été signée entre ces deux États. Alors, sachant que la France a un réseau de conventions fiscales très étendu, donc on a assez peu de trous dans la raquette. Alors, il ressort déjà des éléments que vous avez à l'écran que les 183 jours ne sont pas un critère absolu. Alors, pourquoi la résidence fiscale est un élément fondamental pour le salarié? Eh bien, tout simplement parce que ça va définir l'étendue de son obligation fiscale. En France, par exemple, une personne qui est résidente fiscale de France doit déclarer et est imposable sur l'ensemble de ses revenus mondiaux, alors qu'une personne qui aurait des revenus français mais qui ne serait pas résidente fiscale de France ne doit déclarer en France et n'est imposable en France que sur ses revenus de source française. Ensuite, donc évidemment, ça va jouer aussi sur les obligations déclaratives, puisque quand on est un résident fiscal de France, on doit déposer une déclaration qui mentionne tous ses revenus, et la déclaration est un peu différente lorsque l'on est un résident fiscal de l'étranger. Et au niveau des obligations déclaratives, on va aussi avoir un point important qui est en cas de changement de résidence fiscale, qui va être le moment du transfert vers l'étranger. En France, on n'a plus de nécessité de déposer un quitus fiscal pour prévenir les autorités fiscales, même si nous, on le fait pour le compte de nos clients à travers un courrier ou à travers le compte impôt.gouv des clients. En revanche, si par exemple vous envoyez un cadre qui a une participation dans la société, que vous l'envoyez à l'étranger, il peut avoir une obligation spécifique liée à l'exit tax. C'est-à-dire que c'est une imposition sur une plus-value latente sur les titres qu'il détient dans cette société. Et donc, il y a des obligations spécifiques s'il ne veut pas être imposé, s'il veut bénéficier d'un sursis. Donc voilà, il peut y avoir tout un ensemble d'obligations déclaratives. Et on va le voir plus tard, mais vous pouvez aussi recruter quelqu'un à l'étranger qui va devenir résident fiscal de France tout en ayant des périodes de travail à l'étranger. Et dans ces cas-là, cette personne doit déclarer les comptes bancaires qu'elle détient à l'étranger. Alors ça, c'est très important puisqu'il y a des amendes qui sont assez lourdes. Et évidemment, on peut se dire que ces obligations, de manière symétrique, vont exister à l'étranger. Évidemment, je ne suis pas spécialiste du droit fiscal des différents États où on est susceptible de s'implanter, mais il peut y avoir des obligations identiques. Donc voilà, la résidence fiscale va avoir un impact sur tous ces points. Alors, là, on parle de recruter un collaborateur, donc un salarié. Les principes d'imposition des salariés, et notamment à travers les conventions fiscales applicables, c'est que le salarié est taxable dans l'État où la prestation est physiquement réalisée. Donc vous envoyez un salarié en Allemagne, même s'il reste, par exemple, 120 jours, la fraction des jours travaillés en Allemagne va être imposée en Allemagne. Alors, il y a une exception à ça qui est prévue par les conventions fiscales, c'est la mission temporaire.
Donc, c'est la situation dans laquelle le salarié va travailler moins de 183 jours en Allemagne, pour reprendre mon exemple, et où sa rémunération ne sera pas supportée par l'employeur allemand, donc c'est-à-dire que c'est un employeur français qui supporte sa rémunération, ou sa rémunération n'est pas supportée par un établissement stable de l'employeur français en Allemagne. Donc dans ces cas, dans ces cas-là, donc par exemple une société française qui n'a aucune implantation en Allemagne et qui va envoyer une personne en Allemagne pendant 120 jours, la personne pourrait rester imposable intégralement en France. Alors, on a des régimes fiscaux de faveur qui peuvent s'appliquer aux salariés migrants. Alors, même si on n'a pas de définition précise de l'expatrié, hein, c'est un terme qui est utilisé de manière générique, il n'y a pas de définition en droit fiscal. On va voir qu'il y en a en droit de la sécurité sociale notamment. Donc, les expatriés, au sens du droit fiscal et de l'article 81A, ce sont des personnes qui sont résidentes fiscales de France et qui le restent, mais qui vont aller travailler à l'étranger. Et dans certaines conditions, elles vont pouvoir bénéficier soit d'une exonération totale, soit d'une exonération partielle. Donc évidemment, ça peut être très attractif quand vous recrutez quelqu'un qui est en France et que vous allez envoyer à l'étranger pour des missions plus ou moins temporaires, mais qui va conserver sa résidence fiscale en France. Alors, on a des exonérations totales. Alors, bon, alors déjà, le contexte, c'est qu'il faut que la personne soit envoyée par un employeur français ou résident dans l'UE, dans un État autre que la France ou l'État de résidence de cet employeur. Et pour bénéficier de l'exonération totale, il faudra que le salarié soit subisse, entre guillemets, supporte un impôt au moins égal aux 2/3 de l'impôt qu'il aurait supporté en France, ou qu'il reste plus de 183 jours dans l'État où il est envoyé et qu'il travaille sur des chantiers de construction ou de l'extraction minière, ou de l'extraction au sens plus large, ou sur certains navires. Alors ça peut être aussi les fonctions support liées à ces activités, où elle a une fonction de prospection commerciale et il passe plus de 120 jours à l'étranger. Dans ces cas-là, on a une exonération totale de la rémunération. Donc régime très intéressant. Il faut bien faire attention à respecter les conditions et notamment signer un contrat de travail avec une société française ou une société de l'Union et pas avec des sociétés qui sont dans des zones un peu offshore, comme ça se rencontre fréquemment, ce qui fait perdre le régime aux salariés. Et lorsque le salarié ne peut pas bénéficier de cette exonération partielle, totale, il peut bénéficier d'une exonération partielle à hauteur, en gros, des primes qui lui sont octroyées pour ses séjours à l'étranger. Alors, ces séjours doivent être prévus à l'avance, doivent être réalisés dans l'intérêt exclusif de l'employeur, et l'exonération est limitée à 40% du montant de la rémunération totale. Alors, autre régime qui pourrait paraître un peu ne pas rentrer dans le sujet du jour, c'est le régime des impatriés. Donc là, on a une exonération d'IR pour les personnes qui deviennent résidentes fiscales de France, sur toutes les primes liées à l'impatriation, donc à hauteur de 30% de la rémunération, plus sur les revenus patrimoniaux, à hauteur de 50% de ces revenus, donc plus-value, revenus dividendes, etc., pendant une durée de 8 ans. Donc, régime très intéressant. Mais là où je voulais faire un petit focus, c'est que ces personnes peuvent aussi bénéficier d'une exonération sur les primes qui leur sont versées alors qu'elles viennent en France, mais qu'elles vont effectuer des missions à l'étranger. Et dans ces cas-là, on a une exonération en gros de 20% de la rémunération totale. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire venir quelqu'un de l'étranger qui va connaître bien le pays, qui va travailler par exemple 3 jours par semaine en France et qui va retourner dans son pays pour développer l'activité de la société. Donc, c'est un régime qu'il faut quand même avoir en tête, qui peut être intéressant. Alors, les régimes aussi que l'on peut appliquer en cas de mobilité internationale et qui vont avoir un impact fiscal et social d'ailleurs, c'est le mécanisme de tax equalization qui vise à prendre en compte la différence d'imposition fiscale et sociale du salarié dès lors qu'il va partir à l'étranger. On a notamment des pays où la fiscalité va être plus forte, soit parce que les taux appliqués sont plus forts, c'est le cas de la Belgique par exemple en matière d'impôt sur le revenu, ou parce que on a une monnaie qui est beaucoup moins forte que l'euro et un barème progressif, par exemple, de l'impôt sur le revenu qui va se déclencher, dont les tranches hautes vont se déclencher beaucoup plus tôt. Donc, ce qui, à rémunération égale, va générer une imposition beaucoup plus importante.
Donc, il y a une négociation entre l'employeur et le salarié pour prendre à la charge de l'employeur cette différence d'impôt. Sachant que c'est des calculs finalement assez compliqués, puisque qu'est-ce qu'on met dans l'impôt de référence? Est-ce qu'on tient compte des revenus du conjoint, de la situation familiale qui compte en France pour le calcul d'impôt, etc., etc. Il faut faire un calcul d'impôt théorique sur lequel on va se baser tous les ans pour faire cette égalisation fiscale. Autre mécanisme qui entre souvent en jeu, donc c'est les primes et les avantages liés à l'expatriation. Donc vous envoyez quelqu'un à l'étranger, vous prenez en charge ses frais de déplacement, enfin de déplacement, oui, c'est pour le retour en France par exemple, mais aussi ses frais de déménagement, l'école pour les enfants, un complément pour le loyer quand c'est dans des pays où les loyers sont très chers. Dans ces deux cas, que ce soit l'égalisation fiscale ou les primes, il faut bien faire attention que ce sont des avantages en nature qui vont eux-mêmes être imposables et soumis à cotisation sociale. Donc tout ça doit entrer dans le calcul final et dans l'accord entre le collaborateur et la société. Enfin, on a un système en anglais, hein, on est à l'international de split payroll ou de salary split qui vise en fait à diviser la rémunération en deux en fonction des pays où le salarié va travailler. Donc, par exemple, moitié France, moitié Allemagne. Ce qui va permettre de ne pas imposer totalement la rémunération dans l'un ou l'autre des pays et donc de ne pas atteindre les tranches supérieures du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Alors, évidemment, tous ces mécanismes peuvent être mélangés pour une même personne. Alors, il y a un point en ce moment qui est quand même un peu perturbant, c'est évidemment la crise Covid qui a limité les déplacements et qui a modifié la situation des personnes physiques au regard de la résidence fiscale, notamment et en particulier avec le développement du télétravail. Donc, il faut revenir aux règles classiques. Comment est-ce qu'on définit la résidence fiscale? Où sont imposés les salaires? Et certaines fois, cette situation de télétravail peut entraîner des changements dans la situation fiscale de la personne, qui peut redevenir résidente fiscale, par exemple de France, alors qu'elle était résidente fiscale d'un autre pays. Ça peut aussi entraîner des pertes de régime de faveur. J'ai eu des clients qui bénéficiaient de l'exonération totale à l'expatriation parce qu'elles travaillaient plus de 183 jours à l'étranger et qui se sont trouvés à travailler moins de 183 jours, toutes les autres conditions étant réunies, et qui ne pouvaient plus bénéficier de cette exonération. Donc ça fait un gros changement en termes d'impôt, évidemment, et qui par ailleurs ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération partielle puisque ça n'avait pas été anticipé et prévu dans les contrats, cette situation. Donc des situations très embêtantes. Alors, il y a eu des commentaires de l'OCDE et de l'administration fiscale française pour dire que, en gros, le télétravail subi ne devrait pas entraîner de changement de résidence fiscale et donc de situation fiscale. Mais, comme on l'a vu, les régimes d'exonération, par exemple, n'ont pas été commentés. Donc, on est encore sur des situations un petit peu délicates, et d'autant plus que on a des périodes pendant lesquelles les restrictions sanitaires se sont levées, d'une part, et d'autre part, on a des personnes qui ont choisi de continuer à télétravailler alors qu'elles n'y étaient plus obligées. Donc, évidemment, là, on va être dans des situations un petit peu grises et un petit peu dangereuses, puisque l'administration pourrait dire, attendez, vous avez choisi de rester chez vous. Vous changez de situation et vous êtes imposé en France maintenant, alors que vous ne l'étiez pas auparavant. Alors, cette situation en plus peut avoir des impacts sur l'employeur, puisque, par exemple, si la personne n'était pas imposable dans tel ou tel pays, l'employeur pouvait ne pas avoir besoin de prélever l'impôt. Alors que si la résidence fiscale change, l'employeur peut être tenu de prélever l'impôt, soit par voie de retenue à la source, soit par voie de prélèvement à la source aujourd'hui en France. Donc on voit que ces situations un petit peu grises génèrent quand même des difficultés qu'il faut regarder au cas par cas. Alors après, on a mis un petit mot sur le régime des travailleurs frontaliers. Alors là, c'est très particulier, évidemment, puisque en Bretagne, on est assez peu concerné. Ça va viser évidemment l'Allemagne, l'Italie et toutes ces zones frontières, avec aussi également la Suisse, le Luxembourg. Dans ces cas-là, les conventions prévoient que les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans leur état de la résidence, et non pas dans l'état, comme je l'indiquais tout à l'heure, de réalisation de la prestation.
Mais quid pour les travailleurs frontaliers qui, au cours d'une année, avaient travaillé en Allemagne ou en Suisse, etc., et qui se retrouvent à devoir travailler chez eux? Est-ce qu'ils répondent toujours aux conditions posées par la Convention pour être considérés comme des frontaliers? Alors là-dessus, on a un peu plus de sécurité, puisque les États frontaliers avec la France et la France ont conclu des accords pour indiquer qu'il n'y aurait pas de modification de leur situation, au moins jusqu'au 31 décembre 2021. Alors maintenant, on va se placer du côté de l'employeur, puisque employer quelqu'un à l'étranger peut avoir une conséquence importante, c'est de créer un établissement stable de l'employeur à l'étranger. Alors, on a différentes formes d'implantation à l'étranger. Alors, les deux premières que vous voyez là sont le recours à des tiers. Donc, ce ne sont pas des gens qui font partie de l'entreprise. Ils sont déjà implantés là-bas, ils ont une connaissance du marché, mais ils sont indépendants. La joint venture, donc ça peut être un contrat, ça peut être une société commune. Et en fait, plus on descend, plus on est dans une intégration forte de la société à l'étranger, avec, et c'est ce qui nous intéresse, le cas de l'agent dépendant du bureau et de la succursale, où on va avoir des moyens de plus en plus importants, des moyens matériels de plus en plus importants, mais surtout une personne à l'étranger qui représente la société et qui, en fonction de ses pouvoirs, peut entraîner la constatation d'un établissement stable à l'étranger. Alors, l'établissement stable, c'est quoi? C'est une installation fixe d'affaires. Donc, c'est tout moyen matériel à la disposition de l'entreprise à l'étranger, qui ont un certain moyen de permanence, puisqu'évidemment, louer un local pendant 3 mois ne constituerait pas un établissement stable. En revanche, si on prend l'équivalent d'un bail commercial à l'étranger sur 9 ans, avec plusieurs personnes et des ordinateurs, etc., là, on est dans la permanence. Et cette installation doit permettre à la société de réaliser le cœur de son activité. Donc, pas uniquement des activités auxiliaires et préparatoires. Autre situation dans laquelle on peut avoir un établissement stable, indépendamment des moyens mis en œuvre, c'est l'agent dépendant. Et là, on va rentrer vraiment dans le cœur de notre sujet. L'agent dépendant, c'est le salarié qui agit au nom et pour le compte de la société française à l'étranger et qui exerce habituellement dans ce pays étranger des pouvoirs qui lui permettent de conclure des contrats au nom de l'entreprise. Et cette notion de conclure des contrats est très importante, puisque le simple fait que cette personne puisse conclure des contrats entraîne la constatation d'un établissement stable de la société à l'étranger. Et c'est d'autant plus important que cette notion est en train de s'étendre, puisque dans le cadre de l'instrument multilatéral, qui est en fait une sorte de convention unique à laquelle adhèrent progressivement tous les États, convention fiscale unique, cette notion a été étendue au rôle prépondérant de l'agent dépendant dans la conclusion des contrats. C'est-à-dire que, pour faire simple, et on va voir qu'il y a une jurisprudence ensuite, mais si c'est l'agent qui a conclu le contrat, qui l'a négocié intégralement, et que par exemple la société française ne fait qu'apposer sa signature de manière automatique, on aura un établissement stable. Alors pourquoi je vous parle de cet établissement stable? Eh bien c'est parce que lorsque l'on a un établissement stable, on devient imposable, la société française devient imposable dans l'État étranger. Donc ça change évidemment complètement la donne, et surtout il faut répondre à toutes les obligations déclaratives sur place, puisque par exemple si on raisonne à l'inverse, une société étrangère qui viendrait en France et qui ne déclarerait pas son établissement stable, elle est considérée comme exerçant une activité occulte, et elle peut se voir appliquer des pénalités de 80%, et dans les cas extrêmes, on peut même envisager que la situation soit transmise au procureur de la République par l'administration fiscale. Donc, on voit que ça a quand même une importance fondamentale. Et puis, évidemment, même si la société se déclare d'elle-même, déclare son établissement stable, eh bien, ça veut dire qu'elle va payer de l'impôt sur les sociétés, voire de la TVA, dans l'État dans lequel elle s'est implantée. Et évidemment, encore une fois, avec le Covid, ces situations sont un peu grises, puisque on peut avoir un salarié qui se retrouve coincé dans un État ou qui décide d'aller télétravailler dans cet État et qui va y rester pendant un certain temps. Donc, est-ce que à lui seul, il va constituer un établissement stable du fait de ce changement de situation?
Même chose pour un siège de direction. Alors là, le siège de direction, c'est vraiment l'endroit d'où sont prises les décisions essentielles d'une société. Mais si on considère, par exemple, une hypothèse dans laquelle les cadres dirigeants d'une société se retrouveraient tous dans le même pays, mais pays différent du siège habituel, est-ce que le siège de direction va bouger? Alors, on a eu des commentaires de l'OCDE là-dessus pour dire que globalement, le Covid et les confinements sont des situations subies, ce sont des cas de force majeure, et que dès lors qu'on reste dans ces cas subis de force majeure, on n'aura pas de changement ou de création d'établissements stables. Mais évidemment, notamment dans des commentaires d'avril 2021, donc assez récents, l'OCDE a quand même attiré l'attention sur le fait que les situations qui sont aujourd'hui un petit peu subies pourraient se pérenniser et qu'évidemment, elle invite les sociétés dans ces situations à vérifier leur statut et leurs obligations fiscales dans l'état d'implantation. Voilà. Et je laisse la parole à Manuela sur les aspects sociaux. Merci Mathieu, bonjour à tous. Alors oui, moi je reprends la suite sur les aspects juridiques qu'il faut être en capacité d'anticiper quand on envisage un recrutement d'un collaborateur à l'étranger, et notamment et exclusivement en fait les aspects droit du travail, dans la mesure où les aspects sécu et protection sociale vont être traités par Fabienne et Gaëlle. Alors, lorsqu'on est dans un projet de recrutement d'un salarié à l'étranger, il faut se poser un certain nombre de questions. Et la construction contractuelle, les possibilités qui sont offertes sont démultipliées par rapport à ce qu'on peut connaître dans une relation franco-française. Elles sont démultipliées pour un certain nombre de choses et cette démultiplication-là, elle implique de se poser les bonnes questions au bon moment pour être au plus juste d'un document contractuel qui soit le plus proche possible de la situation individuelle du collaborateur qu'on a recruté et de la situation spécifique de la société qui va être l'employeur. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en droit du travail, comme en fiscalité, les notions de détachement et d'expatriation n'ont pas de définition légale stricte. On s'appuie beaucoup sur les définitions qui sont données en sécurité sociale. Et on entend en fait globalement un contrat d'expatriation, c'est en définitive un contrat de travail qui va comporter un élément d'extranéité. Soit le lieu de travail n'est pas le même que le lieu d'établissement de la société qui va être employeur, soit la nationalité du collaborateur est différente de celle de l'employeur ou de celle du pays dans lequel la prestation de travail de ce collaborateur va être réalisée. Alors, en fait, ce que je vous propose là, c'est qu'on se pose des questions par item pour se créer une checklist des questions et des réponses qu'il faut que vous apportiez lorsque vous êtes en situation d'envisager un développement à l'international et d'envisager le recrutement des collaborateurs à l'étranger. Donc, quand on est dans cette situation-là, on a deux possibilités. On a la possibilité soit de faire un contrat français qui va être dit d'expatriation ou de détachement. C'est un contrat donc qui comporte un élément d'extranéité, mais c'est un contrat qui va conserver un maximum de liens quand même avec la réglementation française et avec le pays d'origine de la société employeur. Dans ce cas-là, les textes internationaux nous laissent la possibilité de définir la loi qui sera applicable à la relation contractuelle dans le cadre de ce contrat d'expatriation. Alors, on peut choisir l'application de la loi locale, la loi qui sera la loi applicable dans le pays dans lequel la prestation de travail est réalisée, mais on peut aussi choisir d'appliquer la loi française comme l'employeur est français. Là, c'est un arbitrage à faire en fonction d'un certain nombre de problématiques. C'est est-ce qu'on est mûr
en termes de business, en termes de structuration dans le pays dans lequel la prestation de travail va être réalisée. Est-ce qu'on a une société qui est d'ores et déjà implantée là-bas? Est-ce que le collaborateur français a déjà une expérience dans le pays dans lequel on va lui demander de réaliser sa prestation? Toutes ces questions-là permettent d'évaluer ce qui est le plus adapté entre une application d'une loi locale ou l'application de la loi française. Dans ce contrat d'expatriation, on peut aussi envisager une application distributive des lois applicables. C'est-à-dire que sur un certain volet de la relation contractuelle, on décide que la loi française est applicable. Sur d'autres volets, ce sera la loi locale. Donc, on a un champ des possibles qui est assez large et qui permet justement de faire du sur-mesure et du fait main pour être au plus proche des problématiques qui sont les nôtres au moment où on recrute ou au renforcement de la relation contractuelle dans le pays où on s'implante. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a des textes communautaires et qui nous disent que quand bien même on a une liberté assez importante de choisir la loi applicable, il y a un certain nombre de dispositions qui sont appelées des dispositions d'ordre public ou des dispositions de police qui doivent être applicables en tout état de cause. Ce sont les dispositions d'ordre public ou de police de la loi qui auraient été applicables à défaut de choix express de la loi applicable à la relation de contrat, à la relation de travail, pardon. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut être en capacité d'anticiper pour les digérer au maximum et voir dans quel équilibre contractuel on va se positionner pour construire cette relation contractuelle. Et il n'y a pas de solution miracle, il y a juste des solutions qui sont très adaptées à la situation qui est la vôtre, donc d'où la nécessité de bien anticiper et de bien se poser des questions à minima au moment du recrutement de cette personne. Alors, lorsqu'on recrute un collaborateur à l'étranger, ça peut être un collaborateur ressortissant du pays dans lequel on va demander à la relation de travail de s'exécuter. Ça peut être un ressortissant étranger, un Français, ou d'une autre nationalité que le pays dans lequel va être exercée la relation de travail. Dans ces cas-là, on peut aussi considérer, on a la possibilité de procéder par un contrat dit local. Donc, un contrat local, c'est un contrat qui va être conclu entre un employeur et ce salarié dans les conditions qui sont celles de la loi applicable dans le pays dans lequel la relation de travail s'exécute. Là, ça peut être opportun, mais il faut vraiment se poser la question de savoir qui maîtrise la relation contractuelle. Est-ce qu'on a un niveau de maturité et de connaissance du dispositif légal et de la loi applicable? Et c'est en fonction de ces réponses-là qu'on peut étalonner l'opportunité ou pas de passer sur un contrat local. Étant précisé que lorsqu'on est sur un contrat local avec un ressortissant étranger, qu'il soit français ou d'une autre nationalité, on a toujours la possibilité d'améliorer le contrat local en prévoyant l'application de certaines dispositions plus avantageuses ou valorisantes que la stricte application de la loi locale. Alors, j'ai un problème avec mon... Voilà. Donc, un des autres éléments qui permet de déterminer si oui ou non il est plus opportun dans le cadre de la relation contractuelle à créer de passer sur un contrat local ou un contrat d'expatriation, c'est que le contrat d'expatriation, dans son principe, prévoit un maintien plus fort avec la société qui porte le projet. Donc avec la société qui va faire les investissements à l'étranger. Donc, si cette société, c'est une société française, avec des implantations françaises, le contrat d'expatriation va avoir peut-être plus d'intérêt qu'un contrat local. Un contrat local, c'est un contrat qui va être conclu avec un ressortissant, une personne qui va être amenée à travailler sur le pays d'exécution de la relation contractuelle et une société en général de droit local
Donc ça nécessite un niveau de maturité dans le projet qui est un peu plus important, avec une implantation d'une société dans le pays dans lequel la prestation va être réalisée. Alors ensuite, les principales différences dans la relation contractuelle, contrat d'expatriation ou contrat local, elles se caractérisent aussi sur la structuration de la rémunération. En règle générale, quand on est sur un contrat d'expatriation, c'est quelqu'un qui a une connaissance assez fine de ce qui se passe en France en termes de structuration de rémunération. C'est peut-être quelqu'un qui a exercé une grande partie de son expérience professionnelle en France et qui part à l'étranger pour la mission qu'on lui confie. Et dans ces cas-là, on structure la rémunération en ayant comme référentiel la structuration de la rémunération en France et en y ajoutant des éléments spécifiques dédiés à la mission d'expatriation. Alors qu'un contrat local, eh bien, ce sont les dispositions et les mécanismes locaux de structuration et de niveau de rémunération qui vont s'appliquer. Quand on est sur un contrat local plus, ça veut dire qu'on tient compte d'un certain nombre d'éléments qui ressortent d'une implantation d'un étranger dans un pays nouveau ou dans un pays dans lequel cette personne vit depuis longtemps. Et comme elle sait que son interlocuteur, c'est une société française, eh bien, on peut étalonner aussi la structuration de la rémunération. Ça peut prendre différentes possibilités de type, je prends en compte le surcoût de la vie dans le pays d'implantation, quand bien même cette personne vit depuis relativement longtemps dans ce pays-là, mais elle peut être aussi très attachée à ce que l'employeur prenne en charge les surcoûts de la vie qu'elle a connus entre une expérience en France et une expérience dans le pays dans lequel elle travaille, même si elle y travaille depuis très longtemps. Et ensuite, la différence entre le contrat local et le contrat d'expatriation, elle va aussi avoir des enjeux au moment de la rupture de la relation contractuelle. Dans le cas d'un contrat d'expatriation, en règle générale, il y a une relation contractuelle préexistante avec la société française, et cette relation contractuelle préexistante avec la société française implique des obligations en termes de réintégration et de rapatriement du salarié sur le sol français et dans un emploi équivalent à celui auquel il pourrait prétendre en France ou à celui auquel il prétendait en France avant son départ à l'étranger. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser, une grille d'évaluation à définir en fonction de son projet, et prendre aussi en considération des éléments qui sont très spécifiques aux activités de l'employeur. Dans le secteur agroalimentaire, on a beaucoup de dispositions, alors on a beaucoup d'accords collectifs nationaux et une grande disparité de conventions collectives applicables dans le secteur agroalimentaire. Il faut avoir le réflexe d'aller vérifier dans la convention collective qui nous est applicable et dans les accords nationaux s'il existe des dispositions spécifiques en termes de mobilité internationale, d'expatriation. En règle générale, ce sont des dispositions qui prévoient la structuration de la relation avec un descriptif précis de la fiche de mission, des raisons pour lesquelles le collaborateur est recruté ou envoyé à l'étranger, et notamment des dispositions aussi qui encadrent le retour de ce collaborateur dans une situation plus normale de travail en local en France. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de suivre un petit cheminement. Alors, il n'est absolument pas exhaustif, mais ça permet quand même de se poser un certain nombre de questions. Mais un petit cheminement qui est de se poser la question de qui va être l'employeur. Si l'employeur, c'est une société de droit étranger dans lequel la prestation de travail va être effectuée, ça, c'est un premier indicateur qui va nous permettre de positionner le curseur vers le contrat local ou vers le contrat d'expatriation. Ensuite, avec ce premier éclairage, on va coupler sur le profil du salarié.
Si c'est une personne qui est installée dans le pays dans lequel on souhaite que la prestation de travail soit réalisée, ou si c'est un salarié ressortissant de ce pays-là, ou au contraire, s'il s'agit d'un salarié qu'on va envoyer dans le pays pour réaliser cette prestation de travail. Si le profil du salarié est un local ou quelqu'un, un Français déjà installé depuis de nombreuses années dans le pays dans lequel on le recrute, alors on peut envisager de structurer la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat local. En revanche, c'est une situation caricaturale, il y a pléthore d'alternatives possibles, mais ça vous permet d'avoir un guideline. En revanche, à l'inverse, si l'employeur, c'est la société française et que le profil du salarié, c'est quelqu'un qu'on va envoyer spécifiquement dans le pays dans lequel la relation de travail doit s'exécuter, alors on aura tendance à privilégier le contrat d'expatriation parce qu'il est plus sécure psychologiquement pour le salarié, puisque avec ces éléments de droit français qu'on injecte dans la relation de travail, le salarié sait un peu plus où il met les pieds. Donc, ça peut être aussi un gage de succès de la mission à partir du moment où le salarié se sent à peu près sécurisé. Alors, je voulais vous parler aussi, comme Mathieu l'a fait, des situations de télétravail, parce qu'effectivement, dans la période Covid, on a vu le télétravail se déployer. Alors, on pouvait penser que le télétravail allait connaître un retour en arrière ou un désamour, vu les situations dans lesquelles on a pu travailler en mode dégradé télétravail pendant les premiers confinements. On voit quand même des situations de plus en plus fréquentes de télétravail depuis un pays étranger par rapport au pays dans lequel on doit normalement effectuer le travail conformément à la relation contractuelle. Et ça pose des difficultés parce que ça peut être des situations de télétravail qui sont non connues de la part de l'employeur, qui sont plus ou moins imposés par le salarié à l'employeur. Et donc, on est vraiment dans une espèce de zone grise où on a aujourd'hui des dispositions sur le télétravail qui ne prévoient absolument pas de dispositions spécifiques à la situation particulière du télétravail en situation d'extranéité. Mais ça reste une situation de télétravail, donc les dispositions de droit français doivent s'appliquer. Donc là-dessus, on a un certain nombre de points de vigilance sur lesquels il faut qu'on s'arrête un petit peu. Être très à l'affût de la situation de nos salariés qui sont fréquemment en télétravail, recouper éventuellement avec un certain nombre de données personnelles qui permettrait d'identifier si oui ou non on est dans une potentialité de télétravail à l'étranger. Et à partir du moment où on a identifié ces situations, ça passe aussi par une communication interne dans le cadre des négociations sur le télétravail, de ne pas éluder la problématique du télétravail depuis une place étrangère. Et une fois qu'on a identifié ces situations-là, eh bien, il faut un cadre contractuel qui permettent de sécuriser à la fois le salarié, mais également l'employeur, puisque pour ma situation personnelle, pour l'instant, les situations de télétravail depuis l'étranger auxquelles on a pu être confrontés, ce sont des situations de télétravail qui sont subies par l'employeur. Donc, c'est important à un moment de reprendre le manche parce que l'employeur a un certain nombre d'obligations. Donc, moi, je vous invite à structurer cette nouvelle modalité de travail en définissant bien les missions, la durée, si c'est une durée temporaire de télétravail, ou si c'est une durée qui va
s'inscrire dans le long terme, mais par intermittence. On a 2 jours de télétravail et 3 jours de travail en présentiel dans les locaux de l'entreprise. Et il s'avère que les 2 jours de télétravail, on les fait dans un pays, dans un pays étranger. Prévoir également la prise en charge des frais, parce que ça peut être impactant, surtout dans une situation de télétravail à l'étranger, et l'organisation du retour dans des conditions de travail initiales, donc en 100% en présentiel. Tout ça pour pouvoir maîtriser au maximum un certain nombre de risques qui restent à la charge des employeurs, même dans ces situations-là, et même lorsque la situation de télétravail est choisie par le salarié. Il s'agit des risques de santé et de sécurité, avec notamment la problématique de la gestion des accidents du travail. Mais toutes ces problématiques-là de situation d'extranéité posent également des questions très saillantes en matière de protection sociale et de sécurité sociale. Et là, je vais donner la main à Fabienne et Gaëlle pour qu'elles vous exposent un peu ces problématiques et ces opportunités. Merci. Merci beaucoup Manuela, et vous pouvez retrouver effectivement les coordonnées de Manuela et de Mathieu sur ce dernier slide. Alors, ce que je vais faire, c'est en chargeant donc la présentation de Fabienne et de Gaëlle, nous avons une petite question. Alors, une question qui est sur un autre sujet, mais finalement qui se recoupe un petit peu. Une question qui a été posée par Estelle, qui se pose la question: lorsque nous avons un agriculteur en France qui recherche à recruter de la main-d'œuvre, là pour le coup, à l'étranger, et la rapatrier en France. Quels enjeux, quels aspects sont importants à prendre en compte au niveau fiscal et au niveau légal? Vite fait, je charge la presse de Fabienne et de Gaëlle. Si Manuela et Mathieu peuvent répondre à cette question, et peut-être Fabienne et Gaëlle sauront également peut-être en quelques mots répondre à ces problématiques également. Alors, en quelques mots, je prends la main, Mathieu, tu pourras rebondir sur les aspects fiscaux. On a la problématique effectivement de la loi applicable à la relation de travail d'un salarié étranger qui va venir travailler en France. Mais là, il n'y a pas énormément de choses différentes de ce que j'ai dit, mais c'est juste dans le sens inverse. En revanche, on a des problématiques également en termes, parce que là, on est sur de l'impatriation, de l'immigration, et donc on a des problématiques en termes de titre de séjour, d'autorisation de travail. Donc, il faut être extrêmement vigilant, bien anticiper l'arrivée de ces personnes-là sur le sol français. On est aussi, lorsqu'on est dans une relation client prestataire de service, c'est-à-dire qu'une entreprise à l'étranger va mettre à disposition de la main-d'œuvre pour réaliser une prestation de travail à mon bénéfice sur le territoire français. On a un certain nombre d'obligations de vigilance à respecter, notamment s'assurer que les conditions de travail, les conditions d'hébergement des salariés qui vont venir travailler en France sont décentes, avec des niveaux de rémunération décents, que le prestataire qui met à notre disposition la force de travail est à jour de ses cotisations ou de ses obligations sur le territoire sur lequel il est établi. Donc voilà, il y a un certain nombre d'obligations supplémentaires à respecter, mais si vous voulez qu'on aille plus loin, je serai à votre disposition pour c'est ce que j'allais dire, effectivement, Estelle. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à vous rapprocher des intervenants, et j'enverrai un petit mail à tout le monde avec les coordonnées de nos intervenants. Peut-être Mathieu, vite fait, tu veux peut-être rajouter quelque chose suite à ce que Manuela a évoqué, et puis ensuite je laisserai la parole à Fabienne. Non, pour l'instant, ce stage, j'ai rien à ajouter. Alors, en fait, je suis sorti pour mon téléphone qui sonnait juste au moment où la question était posée. Et ça, je me suis fait prendre. C'est éviter justement d'être dérangé, et voilà.
Donc, Non, mais c'était au sujet justement du recrutement de collaborateurs à l'étranger pour les impatrier en ouais. France. Si on prend le cas d'un agriculteur dans le Mm. 22 qui cherche à embaucher un collaborateur, futur collaborateur à Mm. l'étranger pour Alors, bah, l'impatrier en France. ouais, bah, il y a le régime dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, alors, qui va dépendre de l'établissement ou non de la résidence fiscale de ce collaborateur en France. Et encore une fois, on va être vraiment sur la question de de la résidence fiscale de toute façon. Donc, bah, il faut regarder au cas par cas en fonction de la convention fiscale applicable aussi. Est-ce qu'on va être dans au regard de l'article 15 des conventions sur une imposition de la prestation en France? Donc, auquel cas, si c'est imposable en France, là, l'employeur, en plus, a des obligations, alors qui vont être différentes selon la résidence fiscale du collaborateur, puisque s'il transfère sa résidence fiscale en France, bah, il va être soumis au PASS, et sinon, il va être soumis à une retenue à la source spécifique, mais à chaque fois, c'est l'employeur qui doit faire la démarche. D'accord, donc au cas Et par cas. voilà, au cas par cas. Et après côté salarié, bah, ça va dépendre, encore une fois, de sa résidence et de savoir s'il s'établit en France, s'il peut bénéficier de l'exonération sur 8 ans dont je parlais pour les primes d'impatriation. D'accord. Merci beaucoup et effectivement, s'il y a d'autres questions, je vous inviterai à vous rapprocher directement, du cabinet Fidal. Fabienne, je te, laisse la main. N'hésite pas à prendre le contrôle de la présentation, et donc, on a un peu de retard, on terminera peut-être, sur les coups de 12h10, mais bon, c'est pas bien grave, à moins que, vous soyez tous prêts pour, aller déjeuner. Alors, Je fa Nicolas, fa je vais prendre oui, le contrôle oui, et on a beaucoup moins de diapositives, hein, donc. il y a pas de Mais problème voilà, la discussion est ouverte, c'est ça qui est et intéressant, le c'est sujet est vraiment intéressant. Voilà, l'échange et de répondre à vos interrogations. Donc, je prends le contrôle. vas-y, c'est bon. C'est Et bon. Fabienne va également nous parler de la retraite, chose que je n'ai pas parlé en intro. Tu m'en excuseras, Fabienne. On va se présenter avec Gaëlle. Donc, moi, je vais me présenter. Donc, je fais partie du groupe Malakoff Humanis. Je suis Fabienne Renaud et je suis basée à Rennes. Donc, le groupe Malakoff Humanis, hein, c'est le seul groupe de protection sociale à proposer une solution globale à l'international pour couvrir vos collaborateurs. Oui, pourquoi? Parce que, comme Nicolas vient de l'indiquer, on va prendre en charge la couverture en protection sociale et aussi en retraite complémentaire, hein, puisque la retraite complémentaire des expatriés se trouve être dans nos activités au sein du groupe Malakoff Humanis. Donc, Gaëlle, je te laisse. Bonjour à tous. Alors ça tombe bien parce qu'on avait décidé avec Fabienne de faire la présentation en commun plutôt que de faire des présentations séquencées parce que nous sommes extrêmement complémentaires. Moi, je représente Geodesk, un courtier d'assurance, mais qui est spécialisé à l'international et qui accompagne des entreprises et des expatriés pour tous leurs projets. Et juste pour rebondir sur la question précédente, en matière d'impatriation, pour les personnes qui rentrent sur le territoire, ils doivent prouver qu'ils ont souscrit une assurance minimale qui les couvre pour leurs difficultés de santé qu'ils pourraient avoir et pour leur éventuel rapatriement quand on est sur des séjours de une journée à un an. C'est ce qu'on appelle les assurances Schengen ou impatriation. Voilà, ça c'est pour répondre à la question précédente et on pourra répondre aux autres questions au fil de la présentation avec grand plaisir. Tout à fait. Donc, voilà, la protection sociale du salarié, c'est notre sujet. Alors, je me suis permise de reprendre une diapo du cabinet Fidal, hein, parce que c'est vrai que la protection du salarié va être en fonction du contrat de travail qui a été établi auparavant et du souhait du collaborateur et de sa demande, mais aussi du souhait de l'employeur pour le couvrir et pour répondre à la demande du salarié. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que le salarié qui va être embauché en local, hein, puisque c'était le sujet de la réunion, il y a plusieurs, je dirais, options. C'est-à-dire qu'on a évoqué tout à l'heure, ça peut être un Français qui part d'une société française et qui va être embauché, qui va aller travailler sur un pays de destination donc étranger. Donc, le salarié français, donc nous sommes français, nous connaissons très bien notre système de protection sociale qui est extraordinaire en France. Donc, le salarié qui va partir de France
va pouvoir donc négocier et voir avec l'employeur de maintenir toute sa protection sociale comme s'il était resté en France. Donc, il est possible de le faire, il est possible de le mettre en place et de pouvoir couvrir le salarié comme à l'identique, comme s'il était resté en France, avec bien sûr une adaptation concernant toute la couverture santé. Puisque si vous allez travailler, je dirais, sur le territoire africain ou sur le territoire des États-Unis, les frais de santé ne sont pas du tout les mêmes. Donc, il faut adapter bien sûr les solutions. L'entreprise française peut embaucher aussi un salarié, mais va le faire embaucher aussi en passant par la filiale locale et en négociant d'avoir des garanties plutôt locales. Ça, c'est une première solution. Tout à l'heure, il a été évoqué le fait que alors moi je parle de français, donc pour l'instant, le français est déjà sur place, parce qu'il a été embauché peut-être par une autre société, parce qu'il a déjà une pratique donc, dans le pays. Donc là, il peut être aussi demandeur d'avoir le maintien d'une protection sociale à la française qu'il avait déjà conservée et qu'avec le nouvel employeur, il souhaitera conserver. La garantie, donc il peut être aussi embauché en local, il était déjà sur place, présent. Il veut garder le même système qu'auparavant parce qu'il a l'habitude de ces garanties locales, santé, vieillesse, s'il y en a bien sûr, prévoyance. Donc là, on va s'adapter à son besoin. Il ne faut pas oublier que c'est quand même, je dirais, un échange entre l'employeur et le salarié. L'employeur, bien sûr, a des exigences, mais l'expatriation, c'est quand même un échange entre l'employeur et le salarié, et c'est une question de négociation aussi. Donc, la protection sociale, ça peut être aussi un autre cas du salarié qui va être en local, donc qui est donc un ressortissant du pays, qui va être embauché par la société française et qui va être embauché en local, et qui, lui, évidemment, a l'habitude des garanties locales. Et là, il va falloir justement adapter et trouver une couverture pour couvrir ce salarié, je dirais, à l'identique ou presque à l'identique de ce qui est pratiqué en local. Ce qu'on voit, juste ce qu'on voit de plus en plus, c'est effectivement ce qui se développe énormément, c'est le cas de figure numéro 2 et le cas de figure numéro 3, avec également une tendance selon les entreprises à vouloir augmenter quand même les niveaux de garantie des contrats, même en droit local. En assurance, en prévoyance, etc., pour avoir un niveau qui soit un petit peu plus en accord avec des standards internationaux, si ce n'est des standards français. Tout à fait. Alors, sur l'expatriation, donc là, on est sur une personne expatriée vers le pays de destination. Donc, il y a différentes solutions. Donc, nous sommes bien sûr à votre écoute pour en discuter. La solution optimum pour un Français, là je parle du Français, c'est d'avoir bien sûr la continuité des droits. Vous-même, on vous demande d'aller travailler à l'étranger, vous connaissez bien le système de protection sociale. Vous souhaitez garder toute cette continuité. Donc, on fait appel à la Caisse des Français de l'étranger, on va trouver une complémentaire santé, une complémentaire prévoyance. Et comme l'a évoqué Nicolas, on va aussi parler de retraite, parce que le Français qui part a déjà validé des trimestres de retraite, il souhaite continuer à valider ces trimestres et il souhaite continuer aussi à acheter des points Arco-Agirc. Donc là, il y a des solutions. Après, il y a d'autres solutions, ce qu'on appelle les assurances privées, c'est des produits assurantiels, premier euro. Donc là, avec, je dirais, avec des garanties qui sont différentes, mais qui peuvent être adaptées à la situation. Donc, chaque dossier, c'est vrai, ce n'est pas une solution, je dirais, qui va s'adapter à chaque dossier. C'est votre situation en tant qu'employeur avec le salarié que vous allez embaucher. Et face à cette situation, nous allons pouvoir vous accompagner pour trouver la solution adéquate, idéale, pour répondre à la demande de l'employeur et du salarié. C'est toujours, je dirais, malléable. Donc, l'embauche de local de locaux, nationalité du pays. Donc, Gaëlle, je vais te laisser peut-être évoquer ce cas.
Oui, alors effectivement, ça c'est une situation de plus en plus courante. Alors il faut faire attention, le cabinet FIDAL l'a bien précisé, hein, aux différentes conventions locales obligatoires. Il faut également lui assurer une couverture santé et prévoyance qui correspondent aux exigences locales. Tout dépend des pays, hein, les niveaux sont un petit peu différents. Nous, ce qu'on voit quand même de plus en plus, c'est la tendance des entreprises à vouloir uniformiser les niveaux de garantie de manière à pouvoir proposer des garanties qui soient un petit peu plus conformes aux standards internationaux, comme je l'évoquais tout à l'heure. Je vous cite un exemple. On a eu, avec les différents événements sur l'Afghanistan, différentes personnes qui ont été exfiltrées dans d'autres pays limitrophes. Et effectivement, ces personnes qui étaient habituées à avoir un certain standard de garantie n'avaient pas nécessairement connaissance des standards de garantie qui étaient proposés aux internationaux. Et en fait, la discussion a commencé à s'engager avec les employeurs en disant, voilà, nous, on a un certain niveau de garantie, on avait un certain niveau de garantie en local, on s'aperçoit que ce niveau de garantie, il est assez différent du niveau de garantie d'autres populations internationales et on souhaite relever les standards. Donc voilà, ça c'est des problématiques qu'on voit de plus en plus au niveau des entreprises et de la nécessité en fait d'avoir une certaine harmonisation. Bien faire attention également, puisque là je parle de manière très très générale, mais en matière d'assurance et d'obligation de sécurité sociale, chaque pays a ses propres règles, ses conventions, et donc il y a vraiment une vigilance à avoir par rapport à ce qui va pouvoir être proposé. Et souvent également en matière d'assurance, on va passer par des assureurs locaux obligatoires. Et ça, il y a de plus en plus de pays qui exigent de faire appel à des assureurs locaux. Alors, je vous rassure, on a des partenariats, etc. Mais ce sont des exigences qui augmentent beaucoup par rapport il y a encore 5 ans. On a un grand nombre de pays maintenant qui exigent de passer par des assureurs locaux. Ce qui rejoint en fait la nécessité, comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, mais de faire appel à des spécialistes et de faire bien attention avant de prendre des décisions de recrutement. Je te repasse la parole. Donc là, c'est un rappel par rapport à la responsabilité de l'employeur vue de la France, puisque donc je vais parler côté français. Bien sûr, le cabinet FIDAL va vous apporter des éléments complémentaires si besoin, mais en tout cas, je ne vais pas lire la diapo, mais l'employeur a des obligations de sécurité et donc d'accompagnement du salarié qui part à l'étranger. Donc, il ne faut pas l'oublier, vous devez en tant qu'employeur accompagner le salarié sur toute sa protection sociale, protection juridique, rapatriement, tout ce qui est lié à sa sécurité également est importante et obligatoire pour l'employeur vis-à-vis du salarié. Juste un mot également par rapport à ça, parce que dans le domaine agri-agro, ce qu'on voit beaucoup sur les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est que souvent on va avoir des salariés qui vont être dans des zones isolées, enfin je dis des salariés, mais en tout cas des personnes qui vont être recrutées en matière agri-agro et qui vont aller sur des zones assez isolées, parfois loin des capitales, etc. Donc là aussi, ça nécessite d'avoir une vigilance particulière et comme disait Fabienne, en matière de sécurité, d'avoir un focus particulier sur des assurances aussi qui peuvent être mises en place pour la sécurité des salariés dans ces zones isolées. Tout à fait. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition lors de cette conférence ou j'irai un petit peu plus tard, vous pouvez bien sûr nous rappeler. Je te laisse reprendre la présentation, Nicolas. Oui, je vais reprendre le contrôle. Merci. Merci Fabienne, merci Gaëlle. Effectivement, donc les coordonnées de tous les intervenants seront envoyées en fin de webinaire. Je vois que Hubert a posé une question, mais je pense que Mathieu y a répondu. On avait juste une question en tout début de webinaire sur les travailleurs détachés, mais je pense qu'on y a répondu avec les interventions de Fidal et de... oui, j'ai eu la réponse. Oui, c'est bon, tu as eu la réponse, Patrick. D'accord, Oui, très bien.
Ok, je vais donc partager la présentation d'Aurélia. Alors Aurélia, tu vas me donner juste une petite minute que je la retrouve sur mon ordinateur. Tac. Et puis Aurélia, n'hésite pas à prendre le contrôle, ou alors dans ces cas-là, tu peux également, enfin je peux switcher les slides. Donc là, on arrive donc à une partie donc du webinaire sur les solutions. Donc, comment recruter un collaborateur à l'étranger? Donc, nous avons la chance d'accueillir donc Aurélia Chaudagne d'un cabinet de recrutement. Il faut savoir que le cabinet de recrutement est une solution pour justement recruter son futur collaborateur à l'étranger. Ensuite, nous aurons Alban Stéphane de Steering Resources, qui nous parlera des solutions de portage salarial. Je sais que nous avons quelques entreprises en ligne en ce moment et d'autres qui nous écouteront en replay. Donc, ces présentations donc, sont destinées à ces entreprises qui pourraient effectivement avoir besoin de services tels que les vôtres pour recruter leurs collaborateurs à l'étranger. Aurélia, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, donc, tout d'abord, qui sommes-nous? Donc, comme l'a indiqué Nicolas en début de conférence, nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement pour les filiales d'entreprises européennes aux États-Unis. C'est un cabinet qui a été créé par une Française et un Canadien il y a plus de 10 ans, avec une équipe très internationale, multilingue, etc. Et on a des bureaux à Chicago, comme le montre ma photo arrière, mais je suis moi-même en Bretagne depuis 2 ans, après 10 ans à Chicago. Et donc, je représente maintenant DSML ici. Donc, on couvre un peu tous les secteurs, tout le territoire américain, avec l'accent sur les profils vraiment exécutifs, seniors, et les recherches stratégiques, recherches confidentielles et ce genre de choses. Donc, je vais passer très vite les premiers slides qui ont été déjà longuement évoqués par les autres intervenants, donc sur les distinctions entre expatriés et locaux. Nous, à DSML, on recrute quasi exclusivement en contrat local. Ça nous arrive d'accompagner ou de conseiller en tout cas des clients, soit conseiller des prospects qui veulent recruter en expatrié et du coup de leur donner un peu des indications sur les meilleures localisations, les salaires, les niveaux de vie, etc. Soit de conseiller également des clients existants qui recrutent en local, mais aussi parfois en expatrié ou VIE, ce genre de choses. Mais c'est pas notre cœur de métier. Donc, comme l'indiquait Gaël, il y a tout un tas de questions à se poser quand on veut recruter à l'étranger. Donc, les phases de développement où on en est, le type de filiale qu'on est en train de lancer ou qui existe déjà, les ressources disponibles sur place. Est-ce qu'on a déjà des employés sur place? Est-ce qu'on a un management local ou est-ce que c'est entièrement piloté depuis la France? Est-ce qu'on a des services RH sur place ou non? Ça, c'est des questions très, très importantes quand il s'agit de recruter. Et évidemment, quand il y a des questions de recruter en expatrié ou d'envoyer, même en contrat local, des gens de France, quelles sont les difficultés en termes d'obtention de visa et les contraintes du pays d'accueil sur ce plan. Donc évidemment, avec la situation sanitaire actuelle, c'est une question qui est encore plus importante. On a vu un certain nombre d'entreprises qui se sont retrouvées avec des embauches récentes, des salariés coincés d'un côté ou de l'autre, selon les situations et selon le moment du départ. Donc, c'est des éléments à prendre en compte. Sur ce plan, avoir un employé local, évidemment, est plus simple, puisqu'il n'y a pas de contraintes sur ce plan-là. Donc, pour toutes ces raisons, le choix du lieu d'implantation de la filiale, quand il s'agit d'une création, peut avoir beaucoup d'effets sur le recrutement, et que ce soit pour des expatriés ou des employés locaux, et ce ne sera pas forcément les mêmes éléments à prendre en compte, justement. Et souvent, on a un peu les deux, donc il faut vraiment se poser toutes ces questions-là avant de décider où implanter sa filiale. Donc, par exemple, si on va avoir au départ beaucoup d'expatriés français ou qu'on sait que tout au long de la vie de notre filiale, il y aura régulièrement des expatriés français, il faut prendre en compte l'attractivité pour des Français du lieu qu'on choisit.
est-ce qu'on arrivera à convaincre des collaborateurs français de s'installer dans la filiale un temps, en famille éventuellement, enfin, avec toutes ces questions-là. L'accessibilité aussi, que ce soit pour le salarié et puis aussi pour le management de France qui devra venir de temps en temps. Et puis après, à l'inverse, pour recruter en local, il faut aussi se poser la question du marché de l'emploi localement, de l'attractivité locale pour les candidats, du pays d'accueil, évidemment le coût de la vie, les niveaux de salaire dans différentes régions, dans différentes villes, la compétition locale en termes de recrutement aussi, est-ce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises très attractives, ce genre de choses. Comment je passe ? Là, c'est un point sur lequel je vais beaucoup insister pendant cette présentation. La dimension culturelle est particulièrement importante quand on recrute à l'étranger. Donc bon, là, je fais une petite distinction expatrié, recrutement local. Évidemment, ce n'est pas les mêmes problématiques. Un expatrié va bien connaître l'entreprise, la culture d'origine. Donc, on peut imaginer qu'il aura une bonne autonomie de travail dès le début, dès qu'il arrivera, mais par contre, à l'inverse, il n'aura pas de réseau local, il ne connaîtra pas forcément très bien le marché de son pays d'implantation. Ça mettra un petit peu de temps à se mettre en place. Et en parallèle, il aura toute une adaptation personnelle à faire, familiale, culturelle, etc., ce qui peut prendre du temps, et avec un risque aussi, s'il rencontre des difficultés familiales, un retour nécessaire pour la famille en France, ou des divorces, ça arrive souvent, et on l'a bien vu avec le Covid, tout des tas de situations personnelles et familiales compliquées qui avaient un impact sur le travail, évidemment. Donc dans ce contexte-là, c'est vraiment important de penser l'accompagnement au niveau de l'entreprise, que ce soit avant l'expatriation, beaucoup au début aussi, pour s'assurer que tout se passe bien. Et donc un accompagnement qui va, comme ça a déjà été un peu dit aussi par Fabienne, etc., c'est pas juste sur le plan même administratif, mais aussi psychologique, un accompagnement humain aussi, de s'assurer que ça se passe bien pour l'employé, qu'il s'installe bien dans le pays pour qu'il puisse travailler dans de bonnes conditions. En ce qui concerne un recrutement local, évidemment, il n'y aura pas ce besoin-là particulier puisque la personne est chez elle et a son réseau, etc. Au niveau business, évidemment, elle a une connaissance déjà du marché local et ses réseaux professionnels également. Par contre, ce qu'on rencontre, c'est des difficultés d'adaptation à la culture de l'entreprise. Il peut y avoir des difficultés de communication, des malentendus, des attentes de l'employé qui sont mal comprises. Et ces différences culturelles doivent vraiment être prises en compte et intégrées en amont et dans le recrutement, évidemment, mais aussi dans ensuite l'intégration, le management plus tard. Et ça, il faut bien penser à tout ce qui est formation. Alors nous, on conseille souvent à nos clients, et il y a un certain nombre d'entreprises qui le font, même si ça a évidemment un coût et que ça demande une organisation spécifique, mais de penser à une période de formation en début de l'intégration du collaborateur étranger qui se passerait en France avec visite du siège, éventuellement des usines ou des bureaux en France, qui puissent un peu toucher et s'approprier la culture, rencontrer les collègues avec qui après il sera en visio, ce genre de choses. Ça fait une grosse différence qualitative dans l'intégration. Donc dans tous les cas, c'est vraiment important de penser au support managérial, à la fois sur place, quand on a des ressources locales, et depuis le siège, évidemment. Alors moi, je vais, pour illustrer un petit peu mon propos, focaliser sur les États-Unis, qui sont donc, le pays d'action de DSML Executive Search et mon expérience, pour montrer un petit peu en quoi toutes ces différences culturelles peuvent avoir un gros impact en ce qui concerne le recrutement. Donc les États-Unis, c'est un immense pays, on le sait, 50 États. Ce qu'il faut se dire, c'est que chaque État a des lois, des règles différentes, des variations de salaire importantes, des bassins d'emploi très différents, et aussi des styles, des cultures qui varient. On parle souvent des différences dans la culture
même business entre la côte est et la côte ouest, ça va pas être pareil. Quand on est dans le Midwest, c'est encore autre chose. Et les flyover states qui sont aussi une autre mentalité. Ça, c'est des éléments à prendre en compte. On a tendance, en venant de France, à voir l'Amérique, ce grand pays, les films, alors qu'en fait, il y a évidemment beaucoup plus de nuances que ça. Là, je vous ai mis une petite carte, par exemple, qui est assez amusante, qui a été réalisée pour identifier, alors il peut y en avoir plein, faites différemment selon les critères, mais là, sur l'Amérique divisée, enfin les États-Unis divisés par ses identités culturelles. Donc là, on voit vraiment la côte ouest qui est finalement très fine, le Southwest qui est assez énorme et qui est différent, la côte, ce qu'on identifie nous comme la côte est qui est en fait plutôt le nord-est, après le sud qui commence assez haut finalement. Enfin, et donc tout ça, c'est un peu les identités culturelles qui varient et qui, quand on ne connaît pas bien le pays, peuvent beaucoup surprendre et parfois créer des difficultés de communication. Donc c'est important de le savoir, et dans ses relations avec ses clients, mais évidemment aussi dans le cadre du recrutement. Donc un pays avec des différences culturelles, comme je le disais, des différences culturelles internes, mais aussi beaucoup avec la France. Les Américains sont très fiers de leur pays, de leur drapeau, de leur culture. Ils vont beaucoup le mettre en valeur et ils ont envie aussi d'être admirés. C'est une culture business qui est très orientée process. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est attendu, que ce soit dans le processus du recrutement et puis ensuite dans les relations business, avec une importance de l'argent dans la vie et dans la définition du succès. Donc c'est quelque chose qui est vraiment mis en valeur et qui est attendu. Bon, après, c'est des choses qu'on entend, mais il faut comprendre à quel point c'est important dans le quotidien, dans la culture, dans les rapports humains et dans les rapports professionnels. Alors, on parle aussi souvent du droit du travail qui est pas du tout à la française, qui est beaucoup plus souple, qui est moins écrit. Et donc, on peut imaginer que tout est flexible, tout est simple, et c'est vrai qu'il y a une flexibilité qui n'existe pas en France, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles et de législation. Au contraire, il y en a beaucoup, il faut les connaître, et en plus, comme je le disais tout à l'heure, elles peuvent varier par État, ce qui rend tout cela un peu complexe. En termes de marché de l'emploi, c'est un marché de candidats. Et même là, si avec le Covid, il y a eu une grosse crise, et même en 2008, il y a eu une grosse crise, et le taux de chômage aux États-Unis a explosé, comme on a pu le suivre un peu d'ici. Malgré tout, il n'a pas explosé pendant si longtemps. C'est une économie qui réagit très vite. Et du coup, culturellement, et notamment quand on parle de haut poste, évidemment, dans les contextes de crise, c'est souvent les bas salaires et les emplois sans qualification qui sont touchés en premier. Mais quand on parle de haut poste, ils sont finalement assez peu affectés par la crise d'une manière générale. Et donc, c'est un marché vraiment de candidats. Il faut imaginer que c'est beaucoup plus les candidats qui sélectionnent leur employeur que l'inverse finalement. Et donc, on se bat un peu quand on cherche des hauts profils avec des compétences précises. Il faut vraiment les attirer, il faut les séduire, etc. Donc ça, c'est important de le savoir. Et par ailleurs, du fait de la culture américaine, des différences du système social, de protection sociale sans doute, des vacances qui sont quelque chose qui est beaucoup moins ancré dans le droit du travail qu'en France. Il n'y a pas de durée officielle des vacances en tant qu'employé, etc. Mais du coup, les Américains, en contrepartie, recherchent un équilibre entre travail et vie personnelle dans leur quotidien. Donc avec des horaires qui peuvent être souples, avec la possibilité de pouvoir aussi passer du temps en famille, d'avoir des hobbies, de s'impliquer dans la vie de la communauté, dans la vie associative ou ce genre de choses, et ils s'attendent à ce que leur employeur soit
compréhensif ou puissent négocier ou discuter ce genre de choses. Donc ces différences culturelles ont des conséquences du coup sur le recrutement, j'en ai déjà évoqué un petit peu. Pour tout ce qui est justement marché de candidats, il y a quelque chose qu'en France on aborde évidemment de plus en plus, mais qui aux États-Unis est vraiment primordial, c'est de travailler sa marque employeur. Donc la marque employeur, c'est expliquer pourquoi c'est bien de travailler chez nous, quelle est l'ambiance dans notre entreprise, quels sont les avantages sociaux, mais aussi quelles sont nos valeurs. Aux États-Unis, quand on gère sa carrière, il y a évidemment beaucoup d'éléments financiers et puis de prestige, de progression, etc. Mais il y a aussi la question des valeurs, de ce qu'on produit. Les candidats souvent aiment, surtout quand il s'agit d'une entreprise étrangère qui est du coup beaucoup moins, voire pas du tout connue localement, ça peut être perçu comme un risque par rapport à une entreprise américaine bien implantée, bien connue. Mais ça peut aussi être perçu comme une opportunité, ça peut être excitant, c'est quand même un pays où il y a vraiment le sens de l'entrepreneuriat, de la prise de risque, donc ça peut être vraiment quelque chose de positif, mais ils vont avoir envie souvent d'entendre une histoire, d'où vient l'entreprise, comment ils en sont arrivés là, pourquoi les États-Unis. Donc ça va être quelque chose d'important et qui ne doit pas être sous-estimé dans la façon dont on présente le poste. Il faut un petit peu raconter ce qu'il y a autour aussi et l'historique un peu de l'entreprise et vraiment ses valeurs. Donc pour tout ce qui est recrutement, les éléments vraiment concrets du recrutement, c'est vraiment important. Les problèmes qu'on rencontre le plus avec nos clients finalement sont un peu toujours les mêmes. Ça va être un client qui a une description de poste très, très française, que ce soit en termes d'attente de profil, de formation, mais aussi de définition de poste, de titre, qui ne sont pas du tout adaptés au contexte local, qui ne veulent rien dire, si on les traduit littéralement, qui ne veulent rien dire aux États-Unis ou qui peuvent même parfois créer des contresens. Et donc, c'est vraiment important de faire ces recherches. Et donc là, je donne l'exemple des États-Unis, mais évidemment, ça s'applique dans tous les pays du monde. Et je sais qu'on a souvent parlé avec des collègues dans d'autres pays qui rencontrent finalement les mêmes difficultés avec leurs clients. Donc, par exemple, je donne l'exemple du titre de VP Vice President dans la banque aux États-Unis. Le vice-président, c'est juste un commercial en fait, mais si on n'est pas VP dans la banque, on n'a pas de statut, quoi. Enfin, c'est pas... Alors qu'en France, le terme de vice-président a une autre connotation. Donc si on ne sait pas ça, évidemment, on ne trouvera pas de candidat pour... si on met un titre de poste à la française, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est important vraiment de faire ses recherches bien en amont, de se faire épauler, d'échanger avec des entreprises ou avec des professionnels sur ces sujets pour trouver les bons intitulés, comprendre aussi que les parcours de formation ne sont pas du tout les mêmes en France ou aux États-Unis pour des tas de raisons. Les systèmes scolaires peuvent être différents, mais encore une fois, ça, c'est quelque chose qui s'applique dans le monde entier. Les financements des études sont différents. Aux États-Unis, où, comme vous le savez, les études coûtent très cher, on ne va pas avoir la même stratégie en tant qu'étudiant qu'en France, où c'est beaucoup plus accessible. Donc, on trouve beaucoup de candidats qui peuvent avoir un niveau universitaire finalement assez faible comparé au niveau un peu standard en France, mais qui par contre vont avoir acquis énormément d'expérience sur le terrain, en travaillant jeune, qui parfois font un diplôme de 2-3 ans au départ, ensuite 10 ans de carrière, puis reviennent à des études parce que là, ils ont pu économiser suffisamment d'argent. Donc ça, c'est des éléments à connaître pour revoir un petit peu les préjugés qu'on peut avoir sur les diplômes et les formations à la française. Pareil pour les salaires, évidemment, il faut bien faire ses recherches sur ce plan, voir ce que fait la concurrence, voir ce qui existe, voir évidemment quels sont les coûts de la vie et les contraintes locales, parce que notamment aux États-Unis, où, comme je le disais tout à l'heure,
la notion d'argent et le succès qui se mesure aussi par le succès financier est importante. Si on propose un salaire qui est vraiment en dessous du marché ou en bas, on n'aura pas de candidats, ou très peu, ou des candidats parfois à problème. Il faut vraiment savoir que pour recruter, il faut mettre un peu les moyens, parce que quand on recrute en plus à l'étranger, il y a un certain nombre de difficultés. Si en plus on se met cette barrière-là, ça va être vraiment compliqué. Alors, aux États-Unis, en complément du salaire, il y a ce qu'on appelle les benefits. Donc, c'est tout ce qui est justement assurance santé, plan retraite, etc., qui, contrairement à la France, ne sont pas ou peu normés. Donc, c'est vraiment à l'employeur de proposer un package qui peut varier de tout au tout selon les entreprises. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Et encore une fois, dans un marché de l'emploi compétitif, c'est important de proposer un bon package si on veut attirer des bons candidats, parce que c'est là-dessus que va se jouer aussi la compétition entre les employeurs. Et ça peut aller, là il y a une petite illustration qui montre un peu tout ce qu'on peut mettre dedans. C'est donc pas juste la retraite, la santé, mais ça peut être des vacances, des primes particulières, des repas, des événements, parfois il y a des financements d'études justement. Enfin, ça peut être très varié, des choses pour les enfants, le sport, voilà. Et c'est assez important. Pour vraiment des choses très concrètes, il faut prévoir un budget pour les frais de déplacement quand on veut recruter à l'étranger. Alors avec la pandémie, le mouvement de faire de plus en plus de choses en visio s'est accéléré, comme on peut le constater même aujourd'hui entre nous. Mais bon, selon le type de poste, et évidemment en dernière phase de recrutement, ça peut être quand même important de rencontrer en personne les candidats. Alors il y a des clients qui font venir les candidats en France, qui est une option, qui est assez intéressante, même si du coup si on fait venir plusieurs candidats en dernier round, ça peut avoir un coût, mais bon, c'est intéressant. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il est coutume de rembourser les frais de déplacement des candidats. Donc, que ce soit si on les fait venir en France, évidemment, mais aussi si ils se déplacent de l'Ohio à Chicago pour leur entretien, on leur rembourse normalement leurs frais. Alors, j'ai mis aussi bien se préparer avant de faire passer un entretien de recrutement. Donc, ça semble un peu évident, mais il faut savoir que aux États-Unis, par exemple, il y a un certain nombre de questions qu'on n'a pas le droit de poser en entretien. Et qui peuvent être, qui concernent évidemment tout ce qui peut être considéré comme discriminant. Mais venant de France, ça peut être des questions auxquelles on ne s'attend pas. Ça peut même être où est-ce que vous avez fait, dans quel état vous êtes né, où est-ce que vous avez fait vos études, dans quel quartier vous avez grandi, ce genre de choses, des questions un petit peu personnelles, peuvent être considérées comme discriminantes. Donc ça, c'est vraiment une recherche à faire et une petite préparation à faire. Parce que ça peut être assez différent de nos habitudes françaises, d'où l'intérêt aussi de se faire accompagner dans ces cas-là. Alors, petite un peu anecdote, mais qui se retrouve souvent, c'est vrai que culturellement, les Américains sont assez sûrs d'eux, comme je le disais tout à l'heure, ils sont fiers de leur pays, de leur culture, de leur drapeau. Ils ont le système éducatif américain valorise énormément la confiance en soi dès le plus jeune âge. Ce qui est quelque chose de plutôt sympa, mais qui fait qu'ils savent en général bien parler en public. Encore une fois, dès leur plus jeune âge, ils savent bien se présenter, bien se mettre en valeur, ce qui est assez différent du système français encore aujourd'hui, et qui fait qu'on peut être rapidement très impressionné. Et donc, ils vont pouvoir nous vendre du rêve assez facilement. Donc c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien derrière non plus. Et on constate souvent chez des clients nouvellement arrivés aux États-Unis qui recrutent un peu pour la première fois, justement, une espèce de... ils sont vraiment impressionnés au départ, et ils prennent tout, ils croient tout. Et puis après, grosse déception derrière, quand l'employé commence, on se rend compte qu'en fait, il ne sait pas tout faire parfaitement comme il l'avait dit. Et puis après, du coup, avec un effet rebond qui est...
on a l'impression que tous les Américains se survendent tout le temps, que tout ce qu'ils disent, c'est un peu du bullshit et ce genre de choses. Donc il faut tomber ni dans un extrême ni dans l'autre. Évidemment, tout ça se situe un peu au milieu. Voilà, aussi savoir que le processus de décision et de recrutement doit être assez rapide parce que là-bas, tout se passe très vite. Allez, je vois 1 minute, ça va être difficile. Et savoir qu'un candidat intéressé négociera probablement jusqu'au dernier moment. Souvent en France, c'est mal perçu, on a l'impression qu'il n'est pas motivé. Mais en fait, au contraire, plus il négocie, plus ça veut dire qu'il est intéressé. Et donc tout ça a des conséquences sur le management, évidemment. Il faut les motiver, les encourager. Il faut rémunérer très bien la réussite commerciale. C'est comme ça qu'on garde un bon commercial. Souvent, c'est l'erreur qui est faite en France. On a trouvé un bon commercial, c'est super, mais aux États-Unis, pour lui montrer et pour le garder, il faut vraiment le rémunérer financièrement. D'autres choses que j'ai déjà un petit peu abordées, donc je vais aller assez vite. En ce qui concerne l'agribusiness aux États-Unis, c'est un marché énorme qui est sur toute l'Amérique du Nord qui domine le marché mondial et qui est en plus attendu de, je crois, une croissance de 12% là, sur les prochaines années, malgré le Covid qui a fait un ralentissement, mais qui est assez ponctuel d'après les prévisions. Il y a vraiment un marché à développer là-bas. Ça, je pense que c'est ce que vous voyez dans votre salon. Et donc, juste pour conclure, je résume un petit peu les bonnes pratiques pour recruter. Il faut vraiment se faire accompagner, se faire aider, bénéficier de l'expérience des autres. Donc, ce type d'atelier, rencontrer des entreprises qui sont installées dans le pays que vous visez, parler des difficultés, des échecs. Et le recrutement est vraiment une difficulté qui revient régulièrement dans tout ce type d'échanges et de conférences. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Bien définir ses besoins en recrutement selon son stade de développement et penser long terme, pas juste là le prochain ou le premier employé ou le premier recrutement ou les quelques premiers. Il faut vraiment penser au long terme, ce qu'on voit pour notre entreprise, pour choisir entre expatrié, local, localisation, etc. Et nous, on recommande fortement, en général, c'est les success stories qu'on a avec nos clients depuis 10-12 ans. C'est la plupart du temps, ils ont expatrié un des dirigeants pour 1 ou 2 ou 3 ans lors d'une première implantation. Ça aide beaucoup pour bien comprendre la culture et ça, je pense que ça s'applique à n'importe quel pays. Bien comprendre la culture, les enjeux, mieux connaître le marché évidemment, mais aussi et surtout bien accompagner ses recrutements, ses premiers employés sur place. Voilà, je crois que le reste a été pas mal évoqué, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Aurélia. Attendez, j'ai un retour. Oui, merci beaucoup Aurélia pour cette présentation sur la dimension effectivement culturelle. À prendre en compte dès la rédaction du poste, la notion d'attractivité est importante, la marque employeur, le storytelling, et se faire accompagner, justement, c'est aussi le but de ce webinaire, c'est de montrer que l'international, ça ne s'improvise pas. Et puis juste également, tiens Aurélia, mais je ne sais pas si tu vas pouvoir y assister, j'ai un English Training Breakfast, alors en présentiel et non à distance, le 24 septembre, vendredi matin justement, où je vais parler des différents styles de management entre les US et la France. Donc toujours intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour ce côté donc sur le recrutement et toute la dimension culturelle à prendre en compte. Alban, vraiment désolé pour ce petit retard. Et puis encore merci pour ton intervention, à savoir que Alban nous rejoint de Dubaï. Voilà, donc merci Alban, la parole est à toi. Bon, alors, je vais essayer de faire vite parce qu'on a dépassé. Bon, en plus, du coup, il est C'est pas 14 h pour moi, donc je commence à avoir vraiment faim. Ok, donc, je vais pas faire de présentation en slide. Je vais essayer de faire un peu le focus sur justement cet aspect agro. Donc, Steering Resources, on a un cabinet de portage salarial international basé à Dubaï. Donc, le siège opérationnel est à Dubaï et on couvre, nous, l'Afrique et le Moyen-Orient. On fait partie d'un groupe de sociétés il y a Steering Legal, qui est un cabinet d'avocats d'affaires qui propose à peu près les services et qui a les mêmes
éléments de compréhension que ce que vous avez pu entendre sur la présentation au début de FIDAL. On a également une business unit qui traite, elle, de tout ce qui est incorporation de société, toutes les étapes de l'incorporation à la liquidation de société. Et la troisième business unit, qui est la mienne, Steering Resources, et qui traite de portage salarial. Nous, comme je le disais, on focus sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Et pour revenir au côté agri-agro, ce sont deux marchés à fort potentiel. Si l'on prend l'exemple du Moyen-Orient, c'est un marché qui est bien évidemment totalement mûr en termes de consommation, puisqu'il y a beaucoup de consommation sur place, mais c'est également un marché qui est mûr d'un point de vue agriculture, dans le sens où il y a une vraie prise de conscience des États du Golfe. Alors évidemment, c'est très désertique, donc c'est pas forcément évident, mais il y a une véritable volonté aujourd'hui de faire appel à la connaissance, à l'expertise internationale et notamment française pour trouver des solutions afin de développer des solutions dans le milieu de l'agriculture. Concernant l'Afrique, alors bien évidemment un marché qui est beaucoup moins mûr économiquement, mais par contre qui a un potentiel en termes de volume de consommateurs et de choses à faire pour aider le continent à justement bénéficier de biens de consommation qui est assez important. Vous noterez aussi, ça tombe bien au moment du SPACE, que le 30 août, je crois, 2021, le ministère de l'Agriculture a lancé la French Agritech. Et ça, donc, aux Émirats, par exemple, tout ce qui est tech, French Tech, c'est très, très développé et l'agritech arrive. Et il y a un véritable besoin. Par exemple, aujourd'hui, une des plus grosses productions locales à Dubaï, ce sont les fraises. Ce sont des Français qui l'ont fait. Les fraises sont produites localement. Donc voilà, il y a un véritable potentiel de développement en Afrique et au Moyen-Orient dans les secteurs agro et agri. C'est bien de le dire. Maintenant, pour discuter très souvent, et notamment en Bretagne, avec des clients ou des prospects, il y a les barrières. C'est comment faire pour franchir le pas et aller jusqu'à trouver des solutions pour proposer ces services dans ces pays. Généralement, il y a deux solutions. La première, en tout cas, les deux premières solutions auxquelles les entreprises pensent, c'est logiquement, si je veux exporter ma connaissance et recruter un collaborateur à l'étranger, il faut que j'ai une structure. Mais ouvrir une structure locale, c'est compliqué, ça coûte cher. Comment je fais? Vers qui je me tourne? Non, c'est pas du tout une obligation d'avoir une structure locale. Il y a d'autres solutions pour pouvoir développer son business et commencer. Les entreprises, après, elles se disent, est-ce que à ce moment-là, puisque de toute façon mes produits vont être distribués, est-ce que je ne devrais pas passer par un distributeur? Et là encore, c'est souvent vraiment un long chemin de croix pour identifier un distributeur. Les conditions commerciales peuvent être compliquées, surtout quand on n'est pas très connu ou petit. Le distributeur prend la main. Et après, comment on fait pour vendre les produits? Le distributeur proposant souvent de mettre ses équipes de business development, de sales, de vendeurs pour trouver des solutions. Mais en réalité, les clients ne se trouvent pas forcément libres d'agir parce qu'ils sont chez le distributeur et n'ont pas leur marge de manœuvre. Et donc, encore une fois, on se trouve face à ces barrières et parfois, les entreprises décident de ne toujours pas franchir le pas. Et il y a une solution qui est beaucoup plus simple pour ça, et c'est donc celle que l'on propose évidemment, c'est celle du portage salarial international. Le concept, il est assez simple, c'est que pour pénétrer un marché, plutôt que d'ouvrir une structure, plutôt que de faire employer vos employés par un distributeur, vous passez par un cabinet de portage salarial qui est l'employeur administratif de vos employés. Vis-à-vis des autorités locales, l'employé, que vous ayez fait venir votre employé de France ou que vous le recrutiez localement, mais je reviendrai là-dessus après, il est employé administrativement par la société de portage salarial. Elle lui fait son visa de travail, son permis de travail, son contrat de travail, elle lui paye son salaire, elle lui rembourse les frais professionnels, elle gère l'intégralité du cycle de vie RH, les congés, les maladies, voilà. Tout est géré par cette entreprise. Vous restez l'employeur opérationnel. Et en tant qu'employeur opérationnel, vous n'avez plus qu'à vous occuper de votre business. Développer votre business, agri, agro, peu importe. C'est votre priorité. Donc, ce que l'on peut dire à nos clients, c'est qu'en choisissant cette démarche, ils s'enlèvent l'intégralité du mal de tête que nous, on prend, et eux peuvent se concentrer sur leur cœur d'activité. Maintenant, sur le profil, puisque le thème de ce webinaire, c'est recruter un collaborateur à l'étranger. Donc, en gros, c'est qui choisir? Est-ce que je choisis quelqu'un localement de ma société pour l'envoyer à l'étranger ou je choisis quelqu'un localement? Les interventions précédentes ont montré que parmi les facteurs qui peuvent aider à faire le choix,
sont les données, contrat d'expat, contrat légal, quelles vont être les conditions. Mais il y a quand même un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est quel est le marché. Où est-ce que je vais opérer? Si vous opérez au Moyen-Orient, faire venir au Moyen-Orient un de vos employés qui maîtrise totalement votre production, mais qui n'a aucun réseau local pour vous aider à pénétrer le marché, ça ne vous servira strictement à rien. Aux Émirats Arabes Unis, dans les pays du Golfe, ce qui compte, c'est votre réseau local. Qui est-ce que vous connaissez? Quels sont vos réseaux? Comment vous avez déjà moyen? Quelle est votre expérience dans ce milieu qui va vous permettre vraiment de placer vos produits? Si vous allez sur l'Afrique, le réseau a beaucoup moins d'importance, puisque là, c'est vraiment une technique que vous allez amener. Donc, faire venir quelqu'un qui connaît bien votre marché, vos produits, aura beaucoup plus de sens. Donc, cet élément est essentiel dans la manière dont vous voulez recruter un collaborateur à l'étranger. C'est quel marché vous souhaitez pénétrer et en fonction des marchés, la décision doit être prise. Évidemment, si vous prenez la décision de recruter quelqu'un qui est déjà présent dans le pays, c'est une autre barrière. Comment recruter cette personne? Et deuxièmement, comment avoir une forme, comment on va pas la contrôler, mais comment on va le savoir? Ce qu'elle fait, on ne la connaît pas, on n'a jamais été sur ce marché, c'est compliqué. C'est pour ça que vous avez des spécialistes. Aurélie a expliqué toute l'importance de passer par un bon cabinet de recrutement, notamment pour les États-Unis, mais c'est exactement la même chose sur tous les marchés. Alors nous, par exemple, ce n'est pas notre cœur de métier. Souvent, on fait vraiment la partie portage, mais souvent, nos clients nous demandent de les aider sur cette partie recrutement. On essaye de le faire, mais généralement, on a des collaborateurs, des partenaires qui sont spécialisés dans ce domaine pour identifier la bonne personne. Et ensuite, une fois que vous avez identifié votre candidat et que vous décidez de l'employer, en fonction qu'il vienne, que ce soit par exemple un Français qui vienne de France ou quelqu'un que vous avez recruté localement, et le pays dans lequel vous opérez, vous allez alors à ce moment-là décider la meilleure manière de faire les choses. Et toujours via le portage salarial, puisque vous n'avez pas votre structure, nous vous permettons d'avoir sous notre sponsorship votre employé. On peut assez librement décider de la manière de procéder qui vous convient le mieux et qui convient le mieux à votre employé. Tout à l'heure, Mathieu a évoqué le concept du split payroll, donc du salaire partagé. Effectivement, alors si je prends les Émirats Arabes Unis, les États du Golfe, ça sert généralement pas à grand-chose puisqu'il n'y a pas d'imposition sur les revenus. Donc généralement, les employés que l'on a aux Émirats Arabes Unis touchent 100% de leur salaire ici. En revanche, si je prends l'exemple de l'Afrique, vous avez des impôts, des charges sociales à payer. Donc, on pratique le split payroll. Un contrat local et un contrat international qui permet de payer une partie du salaire, par exemple en France, si c'est un Français, et l'autre partie dans le pays. Pareil en termes d'éthique, notamment sur des marchés africains, il faut prendre conscience qu'il ne s'agit pas de dire on déclare localement le minimum de charges sociales, histoire de dire qu'on en déclare. Non, systématiquement, on essaie toujours, en fonction du poste et du salaire, du revenu, de déclarer localement ce qui semble être cohérent, de déclarer et de payer aux autorités locales. Ça peut être 20, 30, 40%, ça dépend des métiers, ça dépend des revenus, ça dépend de beaucoup de choses. Mais pour revenir sur les solutions d'accompagnement à l'étranger, encore une fois, quand vous choisissez la solution du portage salarial, vous n'avez pas à vous occuper de ce genre de choses. Dans tous les pays où nous sommes implantés, à peu près une dizaine en Afrique et au Moyen-Orient, soit on fait nous-mêmes les démarches, ou nous passons par des cabinets d'expertise comptable, même des cabinets d'avocats quand nous ne sommes pas nous-mêmes présents. Et toutes ces parties, on vous les détache. Les déclarations de charges sociales, nous les faisons nous-mêmes. On paye tout ce qu'il y a à payer aux autorités locales. On s'occupe encore une fois du paiement des salaires. En fonction des pays, ça peut être à la source, ça peut être retenu sur le salaire, brut, net, peu importe. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner et de gérer tous ces aspects de la vie RH pour qu'encore une fois, vous vous occupiez que de la partie opérationnelle. Pour conclure, parce que vraiment, je sais qu'il faut terminer, il y a peut-être des questions. Il faut absolument pas que vous vous mettiez des barrières pour aller à l'étranger. Le but de ces webinaires, ça a été de vous expliquer d'un point de vue légal, d'un point de vue social, d'un point de vue couverture médicale ou autre, les recrutements, quelles sont les étapes et ce qu'il faut absolument que vous sachiez, et vous ne pouvez pas passer à côté de tout ça. Mais il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas vous empêcher d'aller à l'étranger, surtout quand vous êtes une petite structure et que vous avez une opportunité. Il y a des solutions, il y a l'accompagnement, et quand c'est bien fait, eh bien généralement ça se passe bien, et quand on commence à avoir un employé à l'étranger et que le marché est là, eh bien très vite on peut passer à une deuxième phase qui peut être tout à fait à ce moment-là
la constitution, la création de votre propre structure à l'étranger, parce que vous êtes plus fort, parce que vous êtes mieux câblé, et tant mieux pour vous. Voilà, Nicolas, je m'arrête. Super, c'était nickel. Merci beaucoup Alban. Effectivement, la solution d'Alban est très intéressante, très pertinente, notamment je pense aux entreprises qui souhaitent attaquer les marchés africains, les marchés également du Moyen-Orient, qui n'ont pas forcément de structure, donc n'hésitez pas à faire appel au portage salarial. Merci Aurélia également pour ton présentation justement sur la solution de recrutement du cabinet de recrutement. Peut-être qu'il y aurait des synergies entre Alban et Aurélia à explorer. Et puis, merci également pour toute la dimension interculturelle. Je tiens à remercier également Fabienne et Gaël pour leurs interventions sur tous les aspects, donc prévoyance, retraite, assurance. Et puis, bien entendu, un grand merci aussi au cabinet Fidal, Manuela Fauvel et Mathieu Chapin. Et merci à Fidal d'avoir été partenaire également de cet atelier. Cet atelier, donc, elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du WTC. Je vois qu'il y a plusieurs personnes en train d'écrire. Nous avons très peu de temps. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, nos intervenants seront disponibles par email pour répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie une nouvelle fois. Je vous souhaite un agréable vendredi, et un très bon week-end, et vous dis à la prochaine lors de notre prochain atelier donc destiné à tous les membres du WTC, qui sera notre English Training Breakfast le 24 septembre, comme j'expliquais tout à l'heure, sur les différences de management entre les États-Unis et la France. À très bientôt. Merci. Bien. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.